Alors, nous allons voir deux formules de type Taylor. Une première qui va être globale, donc qui va donner l'égalité entre f de x et un polynôme en x sur tout un intervalle, et avec une expression exacte de l'erreur qu'on appelle le reste. Et une autre formule qui va être locale, c'est-à-dire que l'erreur entre l'approximation de f de x par un polynôme, et bien cette erreur, on saura juste qu'elle est négligeable devant un certain terme, quand x va tendre vers une certaine valeur. Mais ce ne sera pas une formule qui sera exacte, on ne pourra pas l'utiliser comme si les deux termes étaient égaux. Donc voilà, on va voir la première formule. Donc, on l'appelle formule de Taylor-Maclaurin ou formule de Taylor avec reste intégral. Donc là, cette formule, elle est globale. On va vraiment avoir égalité entre les deux termes. Donc l'énoncé, on prend n un entier naturel et f une fonction de classe Cn plus 1 sur un intervalle i. Alors si on prend deux points de l'intervalle, on a la formule suivante. Donc on voit que c'est vraiment égal pour tout point dans l'intervalle. Alors pour bien la comprendre, on va la réécrire autrement. On va remplacer la lettre b par la lettre x. Donc si f est une fonction de classe Cn plus 1 sur un intervalle i, pour tout réel ax dans l'intervalle i, f de x est égal à la somme de 0 à n de ces termes plus cette intégrale. Donc là, il faut imaginer que a est fixé et que ce qu'on regarde, c'est f par rapport à la variable x, pour tout x dans l'intervalle. Donc on a f de x qui est égal à ce terme. Alors ce terme par rapport à x, c'est un polynôme. Donc on a donné une valeur approchée de f de x par rapport à un polynôme en x. Ce polynôme, on l'appelle le polynôme de Taylor en a d'ordre n. Et ce polynôme est construit par rapport aux valeurs de f et de ses dérivés au point A. Donc si on connaît bien la fonction f et ses dérivés au point A, on peut donner une valeur approchée de f en n'importe quel autre point. Alors attention, on ne dit pas que c'est le polynôme de Taylor de degré n, puisque le terme qui va donner x puissance n, c'est f n au point A, et éventuellement ça peut être nul. Donc il n'est pas de degré n, il est de degré O plus n. Et ensuite, donc l'erreur, ça moins ça, c'est l'erreur, et bien c'est égal à cette intégrale. Donc ce terme, on appelle ça le reste, et donc là on a une formule exacte, mais qui est donnée à partir d'une intégrale qu'on ne sait bien sûr en général pas calculer. Donc voilà, on a réussi, on a f de x comme un polynôme en x plus un reste. Et c'est valable sur tout l'intervalle où la fonction est de classe Cn plus 1. Alors si on écrit les premiers termes du polynôme de Taylor, on retrouve ce qu'on avait vu pour les développements limités. Alors la démonstration. On va voir que l'idée c'est de faire une succession d'intégrations par partie qu'on va faire par récurrence. Donc pour un entier naturel, on note HL le prédicat, c'est la formule de Taylor au rang n, est vraie pour toute fonction f de classe Cn plus 1. Alors pour n égale 0, donc on se donne une fonction de classe C1, on se donne deux points de l'intervalle i, et on écrit la formule de Taylor avec reste intégral. Donc le polynôme de Taylor au point A pour n égale 0, c'est f de a, et le reste intégral au point A, quand n égale 0, c'est l'intégrale de ax de f' de t dt. Mais d'après le corollaire 16, comme f est de classe C1, l'intégrale de ax de f' de t dt, c'est f de x moins f de a. Donc on trouve f de x, et donc on vient de montrer que le prédicat h0 est vrai. Donc ensuite, on va voir que dans cette formule, on va intégrer n fois par partie ici. Pour faire apparaître, on va dériver f et primitiver le 1 qui est devant, qu'on ne voit pas. Alors, donc on fixe un entier naturel n pour lequel le prédicat est vrai, et on va montrer qu'il est vrai au rang n plus 1. Pour ça, on se donne une fonction f de classe Cn plus 2 sur l'intervalle i, et on fixe ax dans l'intervalle i. Alors, comme on a supposé que f est de classe Cn plus 2, elle est en particulier de classe Cn plus 1, et donc d'après le prédicat au rang n, on peut utiliser la formule de Taylor avec reste intégral au rang n. Pour passer au rang n plus 1, on va intégrer par partie le reste. Donc on va dériver ce terme et primitiver ce terme. Alors voyons, donc ce terme on l'appelle u. Sa dérivée par rapport à t, donc le n factoriel c'est une constante, et on dérive une fois fn plus unième,
on obtient la dérivée n plus 2 fois. Ensuite, ce terme, on va le primitiver, donc on l'appelle v', x moins t puissance n. Et bien une primitive, c'est moins x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est un calcul de primitive qui va servir assez souvent. Il faut faire attention au signe moins qui apparaît, qui vient du fait que si on revient en arrière, si on dérive v de t, ici on a une composée de x moins t avec une fonction puissance. Et donc quand on dérive, la dérivée de x moins t, c'est moins 1, donc ça fait sortir d'un signe moins. Et moins par moins, ça va faire plus. Ensuite, donc notre fonction v par rapport à t, c'est un polynôme, donc c'est de classe C1. Et notre fonction u, c'est la dérivée n plus unième. Comme f est cn plus 2, on voit que u est de classe C1. Donc on peut intégrer par partie. Donc on a le crochet u fois v entre t égale x et t égale a, moins l'intégrale de ax de u'v. Alors, dans notre crochet, j'ai bien reprécisé que la variable c'était t. Donc si on fait t égale x, ce terme vaut 0, donc ce terme vaut 0, moins ce terme pour t égale a, donc fn plus unième de a ici, x moins a puissance n plus 1, comme c'est moins ce terme et qu'il y a un moins, ça devient plus. Et en bas, factoriel n fois factoriel n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel. Donc en fait, c'est 0 moins ce terme, ça fait 0 plus ce terme, et donc ça fait ce terme. Ensuite, l'intégrale, donc moins par moins, ça fait plus, et n factoriel fois n plus 1, ça fait factoriel n plus 1. Donc ensuite, on le réinjecte ici, dans la formule du haut. Et ce qu'on voit, c'est que le terme qui est apparu là, il vient dans la somme en allant jusqu'à n plus 1. Donc on arrive à f de x égale ceci. Et on reconnaît la formule de Taylor au rang n plus 1. Et donc par récurrence, on a montré que Hn est vrai pour tout n. Donc c'est gagné. Alors, 95% du temps, on va utiliser la formule pour a égale 0. Donc on va réécrire l'énoncé. Si f est cn plus 1 sur un intervalle i qui contient 0, alors pour tout x dans i, f de x est égal à ceci. Donc là on reconnaît ce qu'on avait appelé la partie régulière de son développement limité. Sauf que ici c'est vraiment égal pour tout x. Et donc on a une expression de l'erreur, c'est le reste de Taylor avec reste intégral. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette formule? Souvent on va l'appliquer pour une fonction de classe C infinie. Donc on pourra prendre n aussi grand qu'on veut. Et l'idée ça va être de faire tendre n vers l'infini. Dans les bons cas, le reste va tendre vers 0. Et donc la somme qui est ici va converger vers, quand n tend vers l'infini, elle va converger vers f de x. Donc en fait, ça va permettre de calculer la limite d'une somme. Ça sera f de x. Donc on va le faire sur un cas simple. On va montrer un résultat qu'on a déjà démontré en TD avec le terme des accroissements finis. On va avoir une autre preuve ici, c'est que la somme de 0 à n des 1 sur factoriel k, quand n tend vers l'infini, ça tend vers e. Donc allons-y, donc la fonction exponentielle, elle est classe C infini sur R. Donc pour tout n, elle est Cn plus 1. Et donc on peut écrire la formule de Taylor au rang n. Alors, on l'a appliquée en 0, c'est-à-dire qu'on a utilisé cette formule. Alors ici, la partie régulière pour l'exponentielle, on l'a appris dans le chapitre sur le développement limité. Et le reste, la dérivée n plus une fois de t, quand c'est l'exponentielle, bah ça fait exponentielle t. Donc on a ceci. Alors ici, on a besoin de le faire pour x égale 1. Bien que ce soit vrai pour tout x dans R, on va garder que cette valeur. Donc pour x égale 1, on arrive à e égale notre somme plus cette intégrale. Donc pour montrer que la somme, quand n tend vers l'infini, converge vers e, on va montrer que l'intégrale, quand n tend vers l'infini, converge vers 0. Donc on est ramené à calculer la limite d'une intégrale qui dépend de n. Donc ça, ce sera un problème qui va arriver fréquemment. Alors le raisonnement qui est faux, c'est de calculer la limite de la fonction qui est dedans, de trouver 0, et de dire que du coup l'intégrale tend vers 0. Donc ça c'est faux, cette méthode en général. C'est des choses que vous étudierez en détail en seconde année. Donc en première année, il faut juste savoir que ce n'est pas possible.
Et donc pour calculer la limite d'une intégrale, la seule méthode dont on dispose, c'est d'encadrer. Et donc comment on encadre une intégrale? On encadre la fonction qui est dedans, et on utilise la croissance de l'intégrale. Et enfin on conclut avec le théorème des gendarmes, c'est-à-dire le théorème de convergence par encadrement. Donc allons-y. Alors, pour encadrer, la variable c'est t, et t va de 0 à 1. Donc on prend t dans l'intervalle 0 à 1. Et on encadre exponentielle t. Alors ici une petite erreur, si t est entre 0 et 1, exponentielle t c'est entre 0 et e. Donc ici c'est e. Ça ne va pas changer parce que c'est une constante. Ensuite on multiplie par ce terme qui est positif. Donc on arrive ici. Alors ici il manque un e. Ensuite on utilise la croissance de l'intégrale, donc on rajoute une intégrale devant chaque terme. Donc à gauche, je n'ai pas détaillé, mais l'intégrale de 0 se fait 0. Au milieu, c'est l'intégrale qu'on cherche. Et à droite, donc l'intégrale de ce terme, il manque le e qui est devant. Donc ici, on s'est trouvé une primitive. Alors ici, il manque le e. Et une primitive de 1 moins t puissance n, c'est moins 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors pour t égale 1, ça fait 0. Moins la valeur en 0, on trouve e sur factoriel n plus 1. Alors comme 0 tend vers 0 et e sur factoriel n plus 1 tend vers 0 aussi, on a par encadrement que l'intégrale, quand n tend vers l'infini, tend vers 0. Et donc par somme de limites, notre somme des 1 sur factoriel k qui était e moins l'intégrale, elle converge vers e moins 0, c'est-à-dire notre somme converge vers e. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc là, on a vu sur un exemple qu'on va pouvoir utiliser cette formule pour trouver la limite d'une somme. Et on voit qu'on trouve des valeurs qui ne sont pas du tout intuitives. Alors une deuxième application, c'est que si on encadre ici l'intégrale, eh bien on aura pu encadrer f de x entre deux polynômes en x. Donc par exemple, on veut montrer que sur l'intervalle 0π sur 2, sinus x est encadré entre ces deux polynômes. Alors bien sûr, on sait vérifier que c'est vrai en utilisant deux études de fonctions. On fait sinus x moins ce qui est à gauche, on fait son tableau de variation. Sinus x moins ce qui est à droite, on fait son tableau de variation. Mais bon, c'est un peu fastidieux. Et puis ça n'explique pas du tout comment on a trouvé les deux polynômes. Donc aujourd'hui, on peut expliquer d'où ils viennent. Ça vient de la formule de Taylor avec reste intégral. Donc voyons cela. Donc notre fonction, alors dernière chose, comme on voit qu'on va avoir du x puissance 5, on va utiliser la formule de Taylor avec la dérivée cinquième ici. Donc on va l'utiliser au rang 4 avec une fonction de classe C5. Donc on dit que la fonction sinus est C infini sur R, donc elle est de classe C5. Donc d'après la formule de Taylor avec reste intégrale en 0 à l'ordre 4, on a que pour tout x dans R, sinus x, c'est égal à ceci. Donc on a appliqué cette formule là en 0 avec la fonction sinus. Ici, la somme de 0 à 4, on prend la partie régulière du développement limité de la fonction sinus à l'ordre 4. C'est x moins x3 sur 6, et le reste intégral est là. La dérivée cinquième de la fonction sinus, c'est plus cosinus. Et donc on arrive à ceci, sinus x moins ce polynôme de degré 3 est égal à cette intégrale. Et donc l'idée c'est d'encadrer cette intégrale à partir de polynômes en x. Donc si on se place sur l'intervalle 0π sur 2, comme demandé dans l'énoncé. Donc dans l'intégrale, la variable t va de 0 à x. Donc c'est parti, on prend t entre 0 et x. Comme x est entre 0π sur 2, t est entre 0π sur 2. Donc son cosinus est entre 0 et 1. Et ensuite, x moins t puissance 4, c'est positif, puisque c'est puissance 4. Donc si on multiplie ici, on va encadrer ce terme entre 0 et x moins t puissance 4 sur 24. Ensuite, on intègre chaque terme
entre 0 et x. Donc à gauche, ça fait 0. Au milieu, c'est l'intégrale qu'on regarde. Et à droite, on est là. Donc il faut encore une fois calculer une primitive de x moins t puissance 4. C'est moins x moins t puissance 5 divisé par 5. Et 5 fois 24, ça fait 120. Donc là, il y a deux lettres, on ne sait plus trop. Il faut se rappeler que la variable, c'était t. Donc on fait t égale x et t égale 0. Pour t égale x, ça fait 0. Pour t égale 0, moins par moins, ça fait plus x5 sur 120. Donc à droite, on a trouvé ça. Et au milieu, notre intégrale, c'était sinus x moins x cube sur 6. Donc si on fait passer ce terme, on ajoute ce terme aux trois membres, on obtient que pour x entre 0 et pi sur 2, sinus x est encadré entre ces deux polynômes. Donc c'est gagné. Voilà, alors voyons ensuite la deuxième formule de Taylor. Donc celle-ci va être locale. C'est la formule de Taylor-Young qu'on a déjà citée dans le chapitre sur le développement limité. Ici, on va la démontrer. Donc la formule dit que si f est une fonction de classe Cn sur un intervalle i, alors en tout point A, L un dl en A à l'ordre n, donné par cette formule. Donc on a toujours le même polynôme de Taylor. Par contre, le reste, on n'a plus une formule exacte. On sait juste qu'il est négligeable quand x tend vers A, devant x moins a puissance n. Donc là, c'est une formule locale. Et on a vu qu'on l'utilise souvent en 0, donc là, elle s'écrit comme ceci. Alors, une différence avec la formule d'avant, c'est que pour avoir le polynôme à l'ordre n, on prend la fonction de classe Cn, alors qu'au-dessus, pour avoir le polynôme à l'ordre n, on prenait la fonction de classe Cn plus 1. Donc il faudra faire attention à ça. Donc on va démontrer cette formule de Taylor-Young. Alors c'est pareil, c'est par récurrence. Pour n d'un entier naturel, on note à chaîne le prédicat, c'est la formule de Taylor-Young est vraie pour une fonction de classe Cn. Donc f n'est pas fixé, c'est n qui est fixé. Alors pour n égale 0, on prend f une fonction de classe C0, c'est-à-dire continue, sur l'intervalle i, et a un point de i. Donc comme elle est continue sur i, elle est continue en a, ce qui par définition veut dire que f de x tend vers f de a quand x tend vers a. Ceci serait écrit de cette façon, f de x est f de a plus un petit o de 1, puisque petit o de 1 c'est une fonction qui tend vers 0. Et donc dire que ceci tend vers 0 revient à dire que f de x tend vers f de a. Et donc là on reconnaît la formule de Taylor-Young. Pour n égale 0, ce terme c'est f de a, et ce terme c'est petit o de 1. Donc on vient de montrer que la formule de Taylor-Young est vraie au rang 0. Maintenant on la suppose vraie pour un entier n fixé, et on veut montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc on se donne une fonction de classe Cn plus 1 sur i et un point de l'intervalle i. Alors là l'idée c'est que si f est Cn plus 1, sa dérivée f' est de classe Cn. Et donc l'hypothèse de récurrence, on peut l'utiliser avec f'. Donc ça donne ceci. f' a un dl à l'ordre n en a, donné par la formule de Taylor-Young. Alors on arrange un peu la formule maintenant. Si on dérive k fois f', ça fait la dérivée k plus une fois de f cette fois. Donc on arrive là. Et si on fait un changement d'indice, on pose k' égale k plus 1. Donc k' va de 1 à n plus 1. Ici c'est k'. K c'est k' moins 1. K c'est k' moins 1. Puis après on enlève les primes, puisque c'est des variables muettes. Donc là on a notre développement limité à l'ordre n de f'. Mais ensuite on utilise le corollaire 17, qui dit qu'on peut intégrer terme à terme un développement limité. Alors dans le corollaire 17, il fallait une fonction de classe C1 au voisinage de A. Ici, il n'y a pas de souci, puisqu'elle est Cn plus 1. Comme n est positif, elle est bien au moins C1. Donc on intègre terme à terme ce développement limité. Alors une primitive de x moins a puissance k moins 1, c'est x moins a puissance k divisé par k. Donc on arrive ici. Alors on a rajouté la constante d'intégration, ici c'est en a, c'est f de a. Ici x moins a puissance k divisé par k, et k fois factoriel k moins 1, ça fait factoriel k. Et ici, le petit o de x moins a puissance n est devenu un petit o de x moins a puissance n plus 1. Et donc c'est presque fini. On voit que ce terme s'intègre dans la somme en commençant à 0. Et on reconnaît la formule de Taylor-Young au rang n plus 1. Donc par récurrence,
on a montré qu'elle était vraie pour tout entier n. Alors, en prenant pour f n'importe quelle fonction usuelle, on obtient les développements limités usuels qu'on a déjà appris. Ensuite, on peut l'utiliser de façon un peu théorique, c'est le corollaire qui suit. Si f est C infini, alors pour tout n, elle admet un DLN en A. La preuve est très simple, c'est si elle est de classe C infini, elle est donc de classe Cn pour tout n, et donc d'après la formule de Taylor-Young, elle a un DLN au point A. Donc ça peut arriver, c'est dans un exercice on demande de prouver que f a un développement limité à tout ordre sans le calculer. Il suffit de dire qu'elle est de classe C infini et de citer le théorème de Taylor-Young.